Si je vous dis que le lesbianisme a existé dans l'Afrique ancienne, vous ne me croirez peut-être pas, n'est-ce pas? Je vous comprends. Surtout qu'il y a une croyance populaire qui circule dans l'esprit de certaines personnes. La croyance selon laquelle c'est la colonisation qui aurait apporté l'homosexualité sur le continent africain. En Afrique, on entend souvent des phrases telles que « l'homosexualité est une affaire de blancs ». Les ancêtres ne connaissaient pas ces pratiques déviantes. Et si ce n'était pas le cas, n'avez-vous jamais envisagé cette hypothèse? Laissez-moi semer le doute dans votre esprit pendant quelques minutes. Parce que dans l'Afrique précoloniale, une tribu a bel et bien pratiqué un rituel féminin qui exigeait la présence d'une femme avec un large clitoris, l'étirement du clitoris pour qu'il prenne la forme d'un membre viril et des spectatrices pour admirer le large clitoris en question. Notre histoire se passe en Afrique centrale, en pleine forêt équatoriale, dans un territoire qui se situe dans le Cameroun actuel. Là-bas se trouve un peuple, les Betsi, qui se sont établis au centre et dans certaines régions du sud. Les femmes Betsi pratiquent un rite initiatique, le Mevungo. C'est le plus important et probablement le plus ancien rite d'initiation féminin. Les adeptes du Mevungo forment une société secrète et sont réputés pour avoir des pouvoirs surnaturels si puissants que le village n'hésite pas à faire appel à elles pour résoudre une multitude de problèmes. Le but principal de la célébration de ce rite est de favoriser la prospérité au sein du village, de protéger les membres du village contre la maladie et les échecs et éliminer les méfaits et les maléfices qui frappent la communauté. Le Mevungo a donc deux rôles clés, un rôle de régulateur et un rôle fécondateur. En tant que régulateur, il est organisé pour établir l'ordre et punir les coupables de méfaits. En tant que source de fécondité et d'abondance, il est célébré en période de sécheresse, lorsque les sols sont infertiles, quand les chasseurs se plaignent du manque de gibier, et pour éradiquer la stérilité des femmes. Pourquoi ce sont les femmes qui conduisent ce rite et non les hommes? D'après l'adulte Tolra, un anthropologue qui a étudié le peuple Betsi sur toutes les coutures, les Betsi assimilent la fécondité de la femme à la fertilité de la brousse. Ils font une sorte de comparaison entre le pouvoir fécondateur de la femme et le pouvoir fécondateur de la brousse. La brousse est l'habitat des animaux et des plantes. La femme donne naissance à des humains pendant que la brousse, de façon symbolique, donne naissance aux animaux et aux plantes. Dans le paradigme Betsi, les femmes et la brousse tirent leur fécondité des forces de la nature et des ancêtres. À travers ce rite, les femmes vont donc utiliser les forces de la nature et celles des ancêtres pour réactiver la puissance reproductrice de la brousse, pour que non seulement les sols deviennent fertiles, mais aussi pour que la brousse se remplisse d'animaux et de plantes. Que se passe-t-il véritablement durant le rite? Des chercheurs ont tenté de résoudre cette énigme. La tâche est assez complexe car le Mevungo, comme la plupart des rites d'initiation, est un rite connu uniquement de ses adeptes. Le déroulement du rite varie d'une région Betsi à une autre et certains chercheurs ne sont pas très sûrs de l'ordre dans lequel les différentes étapes du rite se succèdent. Quelques éléments importants ont quand même été relevés. Seules les femmes mariées peuvent participer au rite. Les hommes, les femmes célibataires et les enfants en étaient complètement exclus. La conduite du rite est entre les mains d'une prêtresse, une femme ménopausée n'ayant plus de relations conjugales. Cette prêtresse possède des caractéristiques particulières. Elle a en elle un pouvoir appelé l'évo. Elle est dotée de larges organes génitaux et transporte un paquet contenant des ingrédients tenus secrets. Dans ce paquet, il y a des feuilles, des herbes aquifères ainsi que des fragments d'animaux à signification symbolique. Son clitoris et son paquet jouent un rôle majeur durant la cérémonie. Cérémonie qui ne peut avoir lieu que si une personne victime de malheur en fait la demande.
La victime pouvait être un homme comme une femme. Quand un homme était frappé de malheur, il blâmait ses épouses. Si par exemple il rentrait bredouille de ses parties de chasse, il rejetait la faute de son manque de succès sur ses épouses et demandait alors à sa première épouse ou à son épouse favorite de faire appel à la prêtresse. C'est donc l'une d'entre elles qui introduisait la demande de l'organisation du rite auprès de la prêtresse. Une fois la demande faite, la prêtresse convoque d'anciennes et grandes initiées pour qu'elles assistent au rite. Certaines femmes non initiées sont invitées à la cérémonie pour se faire initier. Parmi les candidates à l'initiation se trouve la personne qui introduit la demande de l'organisation du rite, que nous appellerons simplement la victime. Il y a aussi des femmes adultes et des jeunes adolescentes. Pour la victime, l'initiation est faite à titre curatif. Pour les femmes adultes et les jeunes adolescentes, l'initiation est faite à titre préventif pour se prémunir d'un malheur futur. Les candidates à l'initiation payent des frais d'admission au rite en forme de biquiers, qui sont des pointes de flèches en fer qui servent de monnaie locale. Le rite commence à la tombée de la nuit, en brousse ou à l'intérieur de la maison de la victime. Un grand feu est allumé. La prêtresse, la victime et les grandes initiées sont sur les lieux. C'est nu que la victime explique ses malheurs ou ceux de son mari et de sa maisonnée. Si elle a commis des méfaits, elle doit aussi les exposer, car pour guérir, il faut d'abord avouer ses fautes. Après l'aveu, la prêtresse la lave avec une sorte de bouillie gluante, faite d'herbes écrasées pour la purifier. Accompagnée par les grandes initiées, elle prononce des incantations afin d'attirer la prospérité sur la victime. Si la victime ne pense pas être responsable de ses malheurs, un paquet de protection est enterré à l'entrée de sa case. C'est une partie du paquet que la prêtresse transporte. Son rôle sera de protéger la victime contre des maléfices futurs. C'est seulement une fois que la purification de la victime se termine que les autres candidates à l'initiation rejoignent le lieu de la cérémonie. La prêtresse leur donne des interdits du rite qu'elle s'engage à respecter. Quelques exemples d'interdits sont de ne pas tuer par la sorcellerie, de ne pas empoisonner, de ne pas voler, de ne pas courir après le mari d'autrui. Puis vient le moment de la grande fête et tout le village y participe. En plein air, hommes, enfants, femmes non initiées et femmes initiées dansent. Ensuite, les hommes et les enfants sont chassés et toutes les femmes commencent un grand festin. Les femmes non initiées finissent par s'en aller elles aussi, une fois que les femmes initiées entonnent les chants rituels. Il est grand temps d'aborder la partie ésotérique du rite. Je vous préviens, ce qui se passe durant cette partie ferait rougir tout le Vatican. La conclusion du rite a lieu à l'intérieur de la case de la victime. Toutes les femmes initiées se rassemblent autour d'un grand feu, de forme allongée. La prêtresse jette dans ce feu des éléments fécondants qui symbolisent le masculin et le féminin, à savoir une petite termitière, une touffe d'herbe, de feuilles, etc. Nues, les nouvelles initiées chantent et dansent toute la nuit. C'est à tour de rôle que la prêtresse et les anciennes initiées examinent le clitoris des nouvelles. Elles poussent un grand cri de joie quand elles trouvent un clitoris proéminent, car la possession d'un clitoris proéminent est le signe d'un pouvoir fécondateur. C'est la raison pour laquelle, durant le rite, les femmes qui possèdent un grand clitoris sont exposées debout et leurs clitoris sont enduits de cendre. Chaque initié admire le clitoris volumineux, puis se met entre les jambes de celle qui a un clitoris bien développé, dans le but de s'imprégner des vertus du clitoris, devenu un fétiche. À un moment de la cérémonie, des honneurs sont rendus au clitoris de la prêtresse. On va le nourrir d'une sorte de bouillie, l'enduire de cendre. Les femmes vont l'admirer, se frotter contre lui, puis l'étirer jusqu'à le ramener à la longueur d'un membre viril.
À ce niveau du récit, j'ai peut-être réussi à convaincre certains d'entre vous que dans le cadre du Mevungu, nos ancêtres avaient recours à des pratiques sexuelles présentes lors d'un rapport homosexuel. Conclusion, ce sont des lesbiennes. Mais est-ce qu'elles étaient vraiment des lesbiennes? Qu'est-ce que l'homosexualité? L'encyclopédie canadienne définit l'homosexualité comme étant l'attirance sexuelle qu'on éprouve pour des individus de son propre sexe, ou encore comme l'orientation sexuelle envers ces mêmes individus. Les femmes qui célèbrent le Mevungu ne ressentent ni une attirance sexuelle, ni une orientation sexuelle l'une avec l'autre. Est-ce que les attouchements auxquels elles s'adonnent durant le rite ont un caractère hautement homosexuel? Oui, c'est indéniable. Mais le Mevungu est avant tout une pratique magico-religieuse, une pratique qui célèbre la puissance féminine, la puissance du clitoris. Il est un moyen pour les femmes d'affirmer leur personnalité, de renforcer leur fécondité et de réaliser une forme de double sexualité. Une sexualité masculine et féminine. En dehors du rituel, dans la vie courante, les femmes initiées doivent être des modèles de respectabilité. Elles sont prudes. Quiconque s'aventure à prononcer un mot comme clitoris devant elles risque de subir leur foudre car elles sont des épouses et des mères de famille respectables. Vous comme moi sommes tous le fruit de l'union d'un homme et d'une femme. Pour que nous soyons sur Terre, il fallait absolument qu'il y ait un élément masculin et un élément féminin qui fusionnent. Ce même principe s'applique avec le Mevungu. Pour que les femmes du Mevungu atteignent leur but ultime qui est celui de la naissance de la prospérité, elles doivent utiliser des éléments fécondants qui symbolisent le féminin et le masculin. Dans les jours qui suivaient la célébration du rite, tout ce qui était la cause des malheurs que subissait le village se confessait, sinon il mourait. Et une grande période de prospérité s'installait alors dans le village. Les champs redevenaient fertiles, la brousse se remplissait de gibier, les vols cessaient. Bref, tout rentrait dans l'ordre. De nos jours, le Mevungu n'est plus pratiqué. Les colons allemands et les missionnaires ont mis fin au rite au début du XXe siècle. Pensez-vous qu'il est important de réhabiliter un rite comme le Mevungu? Peut-être que si le Mevungu est restauré, nous aurons moins de détournements de fonds dans nos républiques bananières. Bref, discutons de ça dans l'espace commentaire. Oh, et avant que je n'oublie, je suis bien curieuse de savoir si d'autres tribus ont des rites similaires au Mevungu. Si vous en savez quelque chose, faites-le nous savoir dans les commentaires. Ok, allez, ciao!